Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette édition de votre journal de 22h dont tels sont les faits saillants. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui Michael Keating, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie. Renforcement des moyens d'exploration de l'énergie géothermique avec des nouvelles foreuses qui sont donc au quai du port multipurpose de Doralé. J-1 avant le sommet historique à Singapour, c'était le sommaire, bienvenue à tous. Eh bien, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin le secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie, Michael Keating. Ce dernier est arrivé à Djibouti à la tête d'une délégation onusienne. Au cours de cette rencontre, l'envoyé spécial pour la Somalie, Michael Keating, a fait part au président de la situation actuelle de la Somalie. Il a évoqué également les efforts qu'entreprend le gouvernement somalien actuel pour atteindre sa pleine autosuffisance, notamment dans la mobilisation des capacités techniques et financières adéquates. Il a parlé aussi des approches cohérentes et coordonnées tant que les autorités somaliennes tentent de mettre en place afin de bâtir une nation forte. Michael Keating a été reçu avec la représentante du PNUD, Barbara Wonzi, et plusieurs autres experts onusiens qui l'accompagnent. Ont également assisté à la rencontre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden. Au cours d'une interview et peu après sa rencontre avec le chef de l'État, Michael Keating a remercié le président de la République pour le rôle que joue Djibouti et les efforts considérables que le pays déploie pour parvenir à assurer la stabilité de la Somalie. L'envoyé spécial Keating a par ailleurs assuré que le gouvernement somalien met en place des institutions fortes et que les facteurs sur ce plan sont positifs. Et pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a également fait un point de presse sur la rencontre, suivant ses explications. C'est Michael Keating qui est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie. Cela fait déjà 2 ans qu'il fait un travail extraordinaire pour pouvoir rendre possible la stabilisation de ce pays ami, frère et voisin. Le rôle de Djibouti est un rôle essentiel, comme vous le savez. Nous avons toujours contribué à cet effort de stabilisation politique et sécuritaire de la Somalie. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à un tournant dans cette situation que vit ce pays-là. Quand je dis un tournant, il y a des institutions maintenant qui se sont mises en place, un gouvernement qui travaille, et les Nations Unies ainsi que les pays de l'AMISOM, contributeurs à l'AMISOM, s'efforcent de contribuer à cet effort de construction des institutions politiques somaliennes, de construction de l'architecture de sécurité somalienne et surtout de pérenniser la stabilité interne de ce pays. Comme vous le savez, il y a en ce moment une forte tension, voire un conflit entre le Somaliland et le Puntland dans la région de Sol et Sanaag. Et il y a encore des difficultés de cohésion entre les régions de la Somalie et le gouvernement fédéral. C'est un rôle important que jouent les Nations Unies afin de créer cette cohérence dans le processus politique qui est en train de se mettre en place. Et je crois que Michael Keating, qui a déjà beaucoup travaillé, s'efforce également de mobiliser toutes les énergies dans la région pour faire en sorte que l'agenda qui a été mis en place par le gouvernement fédéral somalien, l'agenda de rédiger la constitution, de préparer les élections de 2020, de sécuriser les grands axes entre les régions, de faire en sorte que cette osmose et cette harmonie puissent exister entre les différentes régions et le gouvernement fédéral. Tout ce travail que les Nations Unies font sont un travail apprécié et Djibouti continuera à apporter son soutien et sa solidarité à travers les actions diplomatiques que nous menons sur une base régulière. En bref et sans image, avec ce message de félicitations adressé par le chef de l'État à son homologue russe, Vladimir Poutine, dont le pays célèbre sa fête nationale. Dans son message, le président Guelleh a formé de vœux de santé et de bonheur au président Poutine, ainsi que davantage de développement et de prospérité au peuple russe. Dans son message, le chef de l'État écrit « Le gouvernement et le peuple de Djibouti se joignent à moi pour souhaiter davantage d'essor économique, de bien-être et d'épanouissement à l'ensemble du peuple ami russe ». Le président
président Guelleh s'est par ailleurs réjoui des relations d'amitié et de coopération existant entre les deux nations. Soyez sûr, a-t-il indiqué, Monsieur le Président, que nous n'aurons de cesse d'œuvrer toujours en faveur du renforcement de ce lien privilégié, a-t-il conclu. L'Assemblée nationale a tenu ce matin une réunion ordinaire du Parlement de la 8e législature. C'était ce matin. La séance était présidée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. À leur tête, M. Abdelkader Kamil Mohamed, Premier ministre. L'ordre du jour a porté sur les discussions et l'adoption de 13 projets de loi, dont le projet d'adoption des comptes de l'imprimerie pour 2015 et le projet d'adhésion et ratification des statuts du Fonds Africa 50. Les parlementaires ont aussi discuté du projet du Code de travail et du Code déontologie des agents publics. Ils ont aussi discuté du projet de l'Alliance solaire internationale et du projet de création de la société immobilière et d'aménagement foncier et du projet de l'agence de réhabilitation urbaine et du logement social. Plusieurs autres projets étaient aussi inscrits à l'ordre du jour, notamment la ratification de l'accord de prêt avec le fonds coétéen et la ratification de l'accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements entre Djibouti et la Turquie, et enfin la création d'un centre d'entrepreneuriat et du leadership du côté économique. Enfin, 3 autres projets étaient à l'ordre du jour. Il s'agit de la convention de prêt entre notre pays et l'Exim Bank de Chine, destinée à financer la deuxième phase du projet transfrontalier reliant Djibouti à l'Éthiopie. Le projet ratifiant également la convention de prêt entre la République de Djibouti et le fonds de l'OPEC, destiné à financer le projet de la route d'accès au port de Tadjoura. Et dernier projet, les parlementaires ont discuté de la création d'une agence nationale des personnes handicapées. Après donc des débats intenses entre les membres du gouvernement et les parlementaires, les 13 projets à l'ordre du jour ont été adoptés par le Parlement djiboutien lors de la séance de ce matin. Un point sur l'ensemble des relations entre Djibouti et Japon a eu lieu aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. La rencontre Djibouti-Japon s'est déroulée ce matin. Il a été co-dirigé par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, Koji Yonetani. C'est la 6e donc rencontre du genre. Ce dialogue permet de faire le point sur tous les aspects de la coopération bilatérale et le partenariat économique. Le Japon apporte un soutien conséquent à Djibouti pour asseoir son développement sur des bases solides. Outre les cadres du département des Affaires étrangères ont également pris part à cette rencontre, le secrétaire général du ministère du Transport, Saïd Nouh, le commandant des gardes-côtes, le colonel Waïch Mabouré, ainsi que le directeur des Affaires maritimes, Ali Medah Chihim. À cette ouverture de notre consultation politique sur nos coopérations économiques entre la République de Djibouti et le Japon. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération, Mahmoud Ali Youssouf, s'est exprimé donc. Il a salué comme il s'y doit le partenariat établi avec le Japon. Écoutons. Pour moi, un honneur et un plaisir d'assister donc à cette 6e édition des rencontres consacrées à la coopération économique entre la République de Djibouti et le Japon. Rencontres qui cette année ont été rebaptisées consultations sur la coopération économique. Elle constitue un moment attendu d'échange et de coordination sur la situation économique de Djibouti en général et sur la coopération en matière de développement entre notre pays et le Japon en particulier. Le Japon est sans conteste depuis plus de 40 ans un de nos partenaires au développement le plus assidu. On ne peut que se féliciter de la longévité et de la vitalité de la coopération japonaise qui s'est caractérisée par son efficacité, sa qualité dans l'ouvrage et son impact direct et positif sur les populations. Énergie à présent, Djibouti intensifie ses moyens techniques d'exploration géothermique. Après Galalekoma, Djibouti va lancer une série de 3 forages à Fialei dans la partie nord de la zone d'Assal. Pour ce faire, Djibouti a fait appel à une entreprise islandaise sur financement de l'Agence française de développement, l'AFD, et de la Banque mondiale
pour lancer ce nouveau chantier du forage. Les équipements dans la foreuse principale sont arrivés au quai du port multipurpose de Doralé et seront acheminés sur le site de Fialé. Il s'agit d'une foreuse spéciale prévue pour faire face à toutes les températures et d'effectuer des forages très profonds et directionnels. Cette première phase d'exploration doit durer 9 mois, comme donc nous l'a indiqué le responsable du projet auprès du directeur de l'EDD, M. Mohamed Chargui. Donc nous allons forer 3 forages de profondeur de 1500 mètres avec la nouvelle technologie de forage dévié qui peuvent attaquer les failles pour avoir plus de vapeur et donc plus d'énergie. Donc nous comptons avoir jusqu'à 50 MW, même aller jusqu'à 100 MW. C'est de l'énergie écologique verte et qui sera donc normalement beaucoup moins chère que l'autre énergie. Donc ça va certainement diminuer le coût du kilowattheure et ça c'est bien pour le développement de l'économie et pour les citoyens. Pour le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, l'arrivée de cette foreuse marque l'intensification de l'exploration géothermique en République de Djibouti. Le ministre de l'Énergie a indiqué que le programme géothermie de Djibouti constitue la deuxième phase du programme de développement initié par le chef de l'État. La première phase étant la réalisation des grandes infrastructures portières, aéroportières et ferroviaires. La deuxième phase, la géothermie, constitue donc cette deuxième phase de ce plan de développement, autrement dit la production d'une énergie verte à bas prix et en quantité suffisante, ce qui permet l'installation à Djibouti des industries de transformation dans les grandes zones franches. C'est ce qu'a ajouté le ministre de l'Énergie. C'est dans ce sens, a-t-il indiqué, que l'énergie géothermique constitue une étape très importante dans le développement de Djibouti, aussi bien pour la population que pour le maillon industriel. Le directeur du DMP, donc Multipurpose Port, a dans son intervention lui-même indiqué que le déchargement de cette foreuse, ô combien grande et lourde, s'effectuait auparavant par des machines adéquates et qui étaient ramenées donc à Djibouti dans ces sens. Et sur le plan technique, nous avons eu donc l'interview du directeur général du Centre d'études et de recherche de Djibouti, Jalaluddin Mohamed. Je vous propose de le suivre. La géothermie que la République de Djibouti a vécue, et notamment dans cette période des années 80 et en 87 lorsque les forages ont été faits, sur cette même zone, un forage a été réalisé, parmi d'autres, le forage Assal 5, qui a une profondeur de 2105 mètres, une température très élevée, parmi les hautes enthalpies, 360 degrés Celsius, mais malheureusement pas de perméabilité, c'est-à-dire que l'eau ne pouvait pas circuler. Ceci est lié en fait à la géologie de ce site, qui est le rift d'Assal, qui est la séparation entre les plaques tectoniques, et qui est formé de roches dures où la perméabilité est contrôlée par des failles tectoniques qui vont à grande profondeur. Et donc aujourd'hui, la République de Djibouti a opté pour cette nouvelle technologie de forage, à savoir l'application des forages et des techniques déviées, donc directionnelles, c'est-à-dire que le forage aura une verticalité jusqu'à quelques centaines de mètres, et ensuite on va diriger le forage sur une direction différente pour aller toucher les failles et augmenter les chances de recouper les zones perméables. Donc cette technologie de forage dévié va permettre de recouper ces grandes failles qui traversent le rift d'Assal de part en part entre le Goubet al-Kharab et le lac Assal et qui drainent donc les fluides de l'eau de mer à grande profondeur jusqu'au réservoir géothermique autour d'une profondeur de 2000 à 2105 mètres de profondeur. Et donc l'objectif de ces forages qui sont réalisés, c'est 2500 mètres de profondeur, mais comme ce sont des forages déviés, la longueur de forage va atteindre jusqu'à 2800 mètres de profondeur. Nous espérons ainsi contrecarrer les difficultés que nous avons eues dans le passé, à savoir la salinité des fluides géothermiques des réservoirs profonds, haute enthalpie, par le fait que nous allons avoir donc une température plus élevée,
un réservoir avec de l'eau marine parce qu'il y a une forte circulation grâce à ces failles et permettre des pressions élevées qui vont éviter toute incrustation dans le forage à l'intérieur. Social à présent, des vêtements neufs pour les orphelins où le réseau des associations du quartier 6 a offert des nouveaux habits de l'Aïd à 100 enfants orphelins et démunis du quartier 6. Et la particularité de ce projet est que les enfants orphelins ont été acheminés vers les magasins et ont choisi les vêtements selon leur gré pour être habillés à l'occasion de cette fête. Quartier habille ses orphelins. Tel est l'intitulé de cette action de solidarité organisée par l'association Quartier 6, composée des membres de la diaspora et des membres résidant à Djibouti, tout natifs de ce quartier. Geste très généreux et un défi réussi par le réseau des associations du quartier 6 qui œuvrent sans relâche pour que les enfants orphelins et démunis de ce quartier puissent avoir le sourire aux lèvres en ce jour de l'Aïd comme leur père. L'événement inédit a vu la participation du président de la commune de Boulaous, Mohamed Omar Ismail, du chef du quartier, Madame Saada Ahmad, des élus communaux du quartier, les vieux sages également et les femmes de ce quartier. Autre action de solidarité, cette fois des orphelins ont été habillés à quartier 3 et 7 où les responsables de l'annexe du parti du Rassemblement populaire pour le progrès de ce quartier ont procédé à la distribution des habits neufs à une centaine d'orphelins ou d'enfants de familles à faible revenu. La cérémonie a été présidée par le doyen du parti, le député Ali Abdi Farah, membre du comité exécutif. Il était entouré par la secrétaire d'État en charge du logement, Mme Amina Abdiadan, de la députée Safia Elmi Jibril, ainsi que plusieurs autres parlementaires. La rencontre avec les militants et sympathisants du plus vieux parti du pays a pris fin avec donc la distribution des habits neufs aux enfants orphelins et défavorisés, comme l'a toujours voulu notre tradition islamique. Direction la ville blanche Tadjoura où une équipe de soins de proximité, le ministère de la Santé a organisé des sorties en équipe mobile de façon régulière dans les localités les plus reculées du pays. Ainsi, l'équipe du CMH de Tadjoura, conduite par le médecin-chef de la région sanitaire, Dr Hassan Mohamed, est constituée d'un infirmier 2E, d'une sage-femme diplômée d'État, d'un agent de vaccination et un nutritionniste, ont effectué une sortie dans la localité de Garabtistan, situé à 120 km de Tadjoura-ville. L'équipe se félicite des résultats très satisfaisants de cette politique. On remarque que tous les enfants âgés de moins de 5 ans ont une couverture vaccinée à la 100%, prise en charge nutritionnelle adéquate et une suivi régulière pour les femmes enceintes ainsi que les personnes souffrant des maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension. Quelques rectifications sur une couverture vaccinale prise à 100%. Prise en charge nutritionnelle pour les enfants malnutris dans les règles de l'art. Il y a une suivi régulière pour les femmes enceintes et pour les patients qui souffrent de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension. Donc tout est fait, les médicaments sont là, les moyens sont là. C'est une politique qui tient à cœur au département de ministère de la Santé. Et de là, nous passons à ce qui fait la une, actualité hors de nos frontières, avec Fardous Hussein qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ali. Et nous entamons avec le Premier ministre éthiopien qui a rencontré son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi alors que l'Égypte cherche une coopération mutuelle. En effet Ali, le Premier ministre éthiopien a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue égyptien assurant la libération des prisonniers éthiopiens détenus dans la nation nord-africaine. Abiy Ahmed, qui est en visite pour d'État de 2 jours, a tenu une réunion avec le président Abdel Fattah al-Sisi et les deux dirigeants ont convenu d'élever les relations de leur pays à un niveau stratégique de confiance mutuelle, de coopération et de soutien. Le chef d'état-major du bureau du Premier ministre éthiopien a déclaré que les deux dirigeants ont également réitéré leur engagement à mettre en place un fonds commun pour le développement des infrastructures. Les deux pays, avec le Soudan, ont récemment accepté de créer un comité scientifique dédié au barrage grand éthiopien de la Renaissance. Et nous enchaînons avec la Libye qui impose des taxes sur la transaction en devises étrangères.
Et oui, Ali, les responsables de l'économie dans la capitale libyenne, Tripoli, ont convenu d'un processus de réforme en 3 étapes, comprenant une proposition d'imposer des frais sur les transactions en devises étrangères. La Banque centrale n'a donné aucun détail sur le fonctionnement de ces taxes, mais viserait à combler l'écart important entre le taux de change officiel d'1,4 dinar par rapport au dollar et le parallèle d'environ 7 dinars. Donc l'écart est considéré comme un facteur majeur de distorsion de l'économie dépendante du pétrole libyen, contribuant ainsi à une crise de liquidité et causant la corruption, car ceux qui ont accès au dollar au taux officiel réalisent d'énormes profits grâce aux escroqueries à l'importation. Les fonctionnaires ayant connaissance de la réunion de Tunis ont déclaré que le mécanisme de compensation serait un transfert d'argent pour compenser l'impact de la réduction des subventions sur les carburants qui ont parmi les plus généreuses au monde et qui ont conduit à la contrebande de carburant. Et nous terminons avec le sort de ces 629 migrants suspendus suite à un bras de fer entre l'Italie et Malte. Et oui, Malte et le nouveau ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, refusent qu'un navire humanitaire transportant plus de 600 migrants accoste dans leur pays. Une situation inédite. Le maire de Naples s'est dit prêt à accueillir le navire. La situation est inédite puisque le sort de 629 migrants à bord de l'Aquarius secouru au large de la Libye reste une situation toutefois calme, dans l'attente de savoir où ces migrants, dont 7 femmes enceintes, 11 enfants en bas âge, 123 mineurs isolés, pourront enfin débarquer. Mais rien n'indiquerait donc que l'Italie se décide à les accueillir. Merci Ferdouz Hussein et merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.